Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Comment ça va, Jocelyn? Très bien, toi. Super bien, merci. Comme tu vois, le soleil est enfin revenu à Yerevan après 6 semaines de grisaille et de pluie. Ça fait du bien. Alors, c'était la même chose ici, mais le soleil n'est pas encore revenu. Bon, je vais aller profiter de la vitamine D tout à l'heure quand on va terminer l'enregistrement. Bon, ben écoute, cette semaine, c'est beaucoup posé la question vendredi, de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? Puis, écoute, je pense pour la première fois en un an et demi, depuis qu'on a commencé Mhm, le podcast, il y a comme pas grand-chose qui est sorti de l'ordinaire cette mhm, semaine. Il y a eu les négociations euh, au Moyen-Orient, sur la question ukrainienne. Mais bon, on en a déjà discuté longuement, puis on va encore continuer à en discuter au cours des prochaines années, donc ça ne vaut pas vraiment la peine de parler de ça. Donc, on a décidé parce qu'on enregistre le lendemain de la Saint-Valentin, le 15 février, et l'épisode va être diffusé le 15 février. Donc, on a décidé de faire une revue historique des grands événements qui se sont produits des 15 février. Et puis, ben, on a identifié trois événements assez intéressants qui vont nous permettre là, de discuter de certaines choses liées aux relations internationales, mais avec lesquelles on va pouvoir faire des parallèles avec des situations actuelles. Donc, ben, je vous l'ai dit tout de suite. 15 février 1965, ça a été l'adoption officielle de l'unifolié comme drapeau canadien. On l'a hissé pour la première fois sur la tour de la paix à Ottawa. Euh, En 1898, là, ça remonte un petit peu, on remonte un petit peu loin dans le temps. Il s'est passé quelque chose d'autre. Ça a été l'attaque d'un bateau américain, le Maine, et ça a été l'événement déclencheur de la guerre entre l'Espagne et les États-Unis à ce moment-là, qui a permis aux États-Unis là, ben, qui ont remporté la guerre et qui leur ont permis là, d'acquérir ou de contrôler d'autres territoires dans l'hémisphère américain. Puis enfin, le 15 février 1989, ça a été le retrait des derniers soldats soviétiques d'Afghanistan. Donc, je trouve ça intéressant de discuter de cet événement-là parce que je pense que ça nous permet de mieux comprendre la situation, la réalité de la Russie en Ukraine. La Russie n'a pas commis les mêmes erreurs que l'Union soviétique a commises dans les années 80 en Afghanistan. Donc, pour ça, je pense que c'est intéressant d'en mhm. discuter. Puis enfin, tu as vu le film Nuremberg Ouais. au cours des derniers jours. Et puis, ben, je pense qu'on va aussi en discuter, pas simplement du film, mais du procès en tant que tel, en quoi ça a révolutionné le droit international, surtout comment à ce moment-là, les nouvelles règles du droit international qui sont un peu révolues aujourd'hui, mais comment est-ce que ces nouvelles règles-là ont été mises en place. Donc, ça va nous donner l'occasion de parler de tout ça. Donc, voilà, c'est le menu pour aujourd'hui, pour cette semaine. Euh, donc, je commence avec le drapeau canadien, l'unifolié. Donc, ça a été un moment, pour certains, un moment de fierté, une forme de début d'indépendance du Canada, pour les libéraux en grande partie, mais ça a été aussi vu par beaucoup de personnes comme étant un moment de traumatisme euh, qui allait ouvrir, selon eux, une boîte de Pandore, surtout les conservateurs. Puis la raison qui était invoquée par les conservateurs à l'époque qui s'opposaient à l'adoption de l'unifoyer, parce qu'auparavant, le drapeau canadien, jusqu'en 1965, c'était ce qu'on appelait le Red Ensign. Si vous regardez le drapeau de l'Ontario, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que vous avez les armoiries de l'Ontario sur le drapeau, mais c'était le drapeau que le Canada avait jusqu'en 1965. Puis en 1965, ben, c'est le drapeau qu'on connaît aujourd'hui est devenu officiellement le drapeau canadien. Donc, pour les conservateurs, c'était quelque chose de totalement inacceptable parce que ça marquait pour eux la rupture du Canada avec la mère patrie. Et puis, dans leur esprit à eux, si ça devait être le cas, bien, ça allait devenir absolument impossible pour le Canada de pouvoir se doter d'une identité nationale unique et spécifique. Et puis, on en a déjà discuté, le fameux livre de George Grant, Lament for a Nation, ça portait exactement là-dessus. Parce qu'on était à un moment tournant de l'histoire du Canada après la Seconde Guerre mondiale où, inévitablement, euh, à la fin du 19e siècle, où tous les pères fondateurs du Canada, John A. Macdonald, étaient nés citoyens britanniques. Dans certains cas, ils étaient même nés
en Grande-Bretagne. Donc, le lien était évident entre leur identité personnelle, puis l'affiliation avec l'Empire britannique. Puis évidemment, au fur et à mesure où les décennies se sont succédées, ben, de plus en plus de gens sont nés au Canada, donc avaient plus cette filiation directe avec l'Empire britannique. Et puis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ben là, vous aviez vraiment un mouvement, surtout au sein du Parti libéral, de rupture avec l'Empire britannique. C'est un peu le Canada avait atteint son moment de maturité, puis était prêt à devenir adulte, puis à couper les liens avec les parents pour devenir réellement symboliquement indépendant. Puis ça passait par la création d'un nouveau drapeau qui n'avait aucune relation, filiation avec l'Union Jack. Et puis, avant que ce soit adopté, le gouvernement avait lancé un immense concours au sein de la population. Ils avaient demandé aux gens, ben, voici, on vous demande de nous faire part de vos idées, vos designs, ce à quoi pourrait ressembler le futur drapeau canadien. Puis je vais mettre une image à l'écran. Vous avez vu là, vraiment là, euh, de tout. Puis, donc, c'est évidemment le drapeau qu'on connaît qui a été sélectionné. Puis, je pense qu'il est entré en compétition. Le deuxième choix, c'était le drapeau où vous avez de part et d'autre les deux barres rouges, mais à l'intérieur, trois feuilles d'érable de couleur bleue. Donc, je pense que c'était le deuxième choix, qui était pas mal, en fait. Là, moi, je le trouve plutôt bien. Peut-être, en fait, mieux que le choix final de l'unifolié blanc et rouge. Mais bref, ça a été le choix qui a été fait. Et puis, John Diefenbaker, qui était le chef du Parti conservateur, on raconte, lorsqu'il était présent au moment où on a abaissé du mât de la tour de la paix à Ottawa, le Red Ensign, pour le remplacer par l'unifolié, on raconte qu'il s'est mis à pleurer. Donc, pour lui, c'était un événement hautement traumatique. Et puis, et pour la petite histoire, lorsqu'il a décédé quelques années plus tard, sur son cercueil, comme c'était aussi un ancien premier ministre du Canada, donc sur son cercueil, de facto, on met le drapeau du pays, mais il a aussi demandé à ce que le Red Ensign soit aussi placé sur son cercueil. Donc, ça, c'est pour la petite histoire, mais c'est ça, je trouvais ça intéressant de revenir sur cet épisode-là parce que le choix d'un drapeau, c'est pas simplement le choix d'un design. Il y a des éléments hautement symboliques qui sont associés à ça. Puis dans le cas du Canada anglais, c'était justement cette crainte-là de perdre leur unicité, leur identité, de perdre leur identité et d'être noyés dans le grand marécage américain. Et puis, en parallèle à ça, puis j'en ai déjà discuté, mais je pense que c'est important de le rappeler, dans les années qui ont suivi, la façon avec laquelle le Canada, surtout le Canada anglais, s'est défini sur le plan identitaire, là, c'était plus avec la relation avec la Grande-Bretagne. Ça s'est fait par le biais de l'anti-américanisme, une espèce d'anti-américanisme très primaire. Donc, tout ce que les Américains font, nous, on va faire l'inverse. Donc, ça a amené la création, par exemple, du Medicare, l'assurance maladie. Ça a aussi été au cœur de la politique étrangère du Canada. Donc, les Américains, c'est un empire, c'est un hégémon. Ils ont la capacité, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, d'agir de manière unilatérale. Tandis que nous, ben, on va agir d'une façon différente, principalement par le biais des casques bleus. On va essayer de créer des ponts avec des sociétés du tiers-monde ou des sociétés qui sont ostracisées par les États-Unis, parce que nous, c'est le pays du dialogue, de l'ouverture. Donc, ça a amené aussi Pierre-Éliott Trudeau à normaliser les relations du Canada avec la Chine communiste de Mao. Donc, c'est des événements comme ça, puis qui nous permettent de mieux comprendre aujourd'hui la raison pour laquelle l'idée du Canada qui pourrait devenir le 51e État, c'est avant d'être une question politique et économique, pour moi, c'est d'abord et avant tout une question symbolique parce que ça vient attaquer ce qui est au cœur même de la définition de ce qu'est le Canada dans le Canada anglais. Puis lorsque vous regardez les sondages, c'est pas étonnant, hein, cette option-là, c'est quoi? J'ai vu des sondages récents, je pense en Alberta, dans les prairies, donc des provinces dont on dit qu'ils sont davantage tournées culturellement vers les États-Unis que les autres provinces. Je veux dire, l'appui à cette idée-là, c'est 10-12 là. Ce qui n'est pas anecdotique parce que justement, ça vient à l'encontre de cette façon avec laquelle le Canada anglais s'est défini depuis maintenant, quoi, 70 ans déjà. Donc, ce serait un autre événement tout aussi traumatique aujourd'hui si le Canada devenait le 51e État que aurait pu être, que l'a été à l'époque
le choix de l'unifolié comme nouveau drapeau pour le pays. Est-ce qu'on sait quelles étaient les réactions au Québec lors du débat sur l'adoption du nouveau drapeau canadien? Ben, c'est une bonne question. Honnêtement, je le Ouais, sais pas. c'est pas- Euh, ce qui est, mais tu sais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du Canada, le choix s'est fait par le biais d'un concours. Il n'y a pas eu de secret, puis c'est une initiative qui était ouverte. Les gens ont été appelés à proposer des designs. Alors que dans le cas du Québec, Maurice Duplessis lui a décidé, c'était en janvier 48 de mémoire, il a décidé de lui-même unilatéralement de, de, de- de hisser le fleur d'Élysée sur le sommet de l'hôtel du Parlement. Puis il l'a annoncé aux députés. Là, puis vous avez la série Duplessis, là, la scène est célèbre. Voilà, Il dit, en ce moment même, le nouveau drapeau national flotte sur l'hôtel du Parlement. Un, le lys qui rappelle notre héritage lié avec la France, avec la croix qui rappelle notre héritage catholique. Donc, il dit un truc comme ça. Et puis, évidemment, c'était parce qu'il y avait la montée du mouvement nationaliste au Québec à ce moment-là, puis il y a eu des élections en 1948. Donc, c'est une façon pour lui de couper l'herbe sous le pied des nationalistes et de pouvoir se présenter l'Union nationale comme étant le véritable parti nationaliste au Québec. Et puis, ça lui a permis là, de se faire réélire avec une majorité accrue lors des élections suivantes là, de 1948. Donc, il y avait un élément partisan dans le cas du Québec, très secret. Ça a été la décision d'un seul homme, tandis que dans le cas canadien, c'était vraiment une démarche qui était beaucoup plus ouverte. Et c'est ça maintenant pour ce qui est de la réception au Québec. Malheureusement, j'étais pas né à l'époque et voilà. puis j'ai rien retrouvé dans mes recherches à ce sujet-là. OK, alors, ben moi, je vais rebondir là-dessus, ben, en fait, sur la date, le 15 février, avec un événement qui s'est passé en 1898 dans le port de La Havane. Il y a un navire de guerre américain, le Maine, qui était amarré au port de La Havane et qui a sauté. Ça a produit une explosion énorme qui a coûté la vie à 260 des 370 marins qui étaient sur ce navire. Pour bien comprendre pourquoi un navire américain, un navire de guerre américain était dans le port de la Havane, il faut contextualiser la situation. Depuis plusieurs années, à Cuba, il y a un mouvement de rébellion qui réclame l'indépendance de l'île. Il faut se rappeler qu'au début du 19e siècle, à peu près tous les territoires espagnols et portugais ont obtenu leur indépendance, soit légalement, soit suite à des révoltes, évidemment. Et il ne reste plus que Cuba et Porto Rico qui sont toujours sous domination espagnole. Et l'Espagne se considère à la fin du 19e siècle comme encore une grande puissance européenne, même si la grande puissance a plutôt l'air d'un village Potemkin, comme on dit. Tu vois, c'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, derrière les murs, l'Espagne s'effondre chaque jour. Mais l'Espagne tient à ses territoires. Elle a des territoires en Amérique, mais elle a aussi des territoires dans le Pacifique, les Philippines, les îles Guam, et quelques comptoirs, quelques territoires en Afrique, le Sahara occidental, la Guinée équatoriale et quelques autres. Et donc, en parallèle à cette volonté de l'Espagne de rester une grande puissance européenne ou mondiale, aux États-Unis naît aussi un mouvement qui promeut le fait que les États-Unis doivent avoir un empire au même titre que les grandes puissances européennes. Qui faut-il le rappeler à ce moment-là? Donc, on est en 1800.
70, 80, 85, sont en train de conquérir l'Afrique, ce que l'on a appelé the Scramble for Africa. Et chacun veut un morceau du continent africain et de d'autres territoires en Asie, au Proche-Orient et en Océanie. Alors, les Américains se disent, ben, nous aussi, on est une grande puissance et on a besoin d'avoir des territoires. Et ils ont ciblé, bien entendu, l'Espagne parce que tu te souviendras que la doctrine Monroe euh, avertissait les puissances européennes de ne pas venir se mêler des affaires des Amériques. Ça ressemble un peu à Trump aujourd'hui. Et mais on avait toléré le fait que l'Espagne avait encore quelques territoires en Amérique. Alors, dans ce contexte, donc de rébellion à Cuba qui cherche son indépendance, du déclin de l'Empire espagnol et de la montée de l'impérialisme américain, eh bien, tout ça va trouver son aboutissement explosif dans justement l'explosion du navire de guerre Maine. On n'a jamais déterminé la commission d'enquête, qu'elle soit espagnole ou américaine. Ces deux commissions n'ont jamais déterminé exactement ce qui avait provoqué l'explosion du navire américain. On soupçonne, il y a toutes sortes de théories qui circulent sur quelqu'un a allumé un feu, ou bien c'est une mine qui a frappé le navire, ou bien c'est un autosabotage pour justement provoquer une guerre avec l'Espagne, parce qu'il y avait une faction guerrière au sein du gouvernement américain, mais aussi dans l'opinion publique, euh, faction guerrière qui roulait sur la question de l'impérialisme, mais aussi d'aller aider les rebelles cubains pour obtenir leur indépendance. Et donc, le, après l'explosion, après les commissions d'enquête, le gouvernement américain est sous très forte pression de l'opinion publique et des médias, surtout des médias, d'aller en guerre contre l'Espagne, malgré le fait que Cleveland, le président Cleveland et ensuite son successeur McKinley ne voulaient pas aller en guerre. Ils faisaient tout pour dire aux Espagnols, ben voici comment vous devriez arranger les choses pour éviter le conflit. Évidemment, vers la fin, les conditions américaines étaient trop dures envers l'Espagne, par exemple d'abandonner Cuba, de donner l'indépendance à Cuba. Et donc, de fil en aiguille, l'Espagne, voyant les, euh, les revendications américaines, décide de déclarer la guerre aux États-Unis et évidemment, ça entraîne la guerre avec les Américains. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce conflit de cette guerre entre l'Espagne et les États-Unis, c'est le rôle des médias et en particulier des journaux de Randolph Hearst et de Joseph Pulitzer, qui sont deux grands noms, n'est-ce pas, des médias jaunes des États-Unis. Et un jour, l'illustrateur de Randolph Hearst, qui était à Cuba pour suivre les combats entre les rebelles et l'armée espagnole, dit à son patron, il n'y a pas grand-chose à faire ici à Cuba. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça justifie une guerre. Et Randolph Hearst de lui répondre, fournis-moi les illustrations, je vais fournir la guerre. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement, puisque ces journaux ont poussé et poussé
à la guerre. Alors, je pense que les historiens reconnaissent que c'est pas l'explosion du Maine qui a amené les deux pays à- à- au conflit, mais c'est quand même une étincelle qui a allumé le feu qui déjà était bien allumé à partir de d'autres positions. Cette guerre, elle a duré 3 mois à peu près. Elle a vu, bien entendu, la défaite de l'Espagne, la proclamation de l'indépendance de Cuba et puis la conquête de Porto Rico, des Philippines et de Guam par les Américains. Donc, les Espagnols se sont retrouvés avec un empire extrêmement réduit, c'est-à-dire quelques comptoirs en Afrique. Alors, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Le prétexte de l'explosion du Maine pour finalement faire la guerre à l'Espagne est assez bien illustré. Mhm. Est-ce que tu as d'autres exemples d'événements comme ça qui ont servi de prétexte à des invasions, à des guerres? Parce que, bon, on reprend l'expression en anglais false flag. Ouais, Donc, bah, des fois, vraiment, c'est pas une affaire montée de toutes pièces. Il y a vraiment une attaque, mais ouais, dans bien d'autres cas, c'est un mensonge d'État, ouais, une fabrication qui est utilisée pour justifier la guerre parce que ben, c'est le principe de la légitime défense, hein, ouais. pour pouvoir envahir un Écoute, autre pays, faut toujours abriter ça, enrober ça par l'idée de la légitime ouais. défense. Écoute, on va certainement la semaine prochaine en parler sur l'Ukraine parce que ça va être la quatrième année de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, on en parlera la semaine prochaine de ce que Poutine a invoqué pour pour attaquer l'Ukraine. Mais on a un autre exemple célèbre, effectivement, qui est l'incident du golfe du Tonkin. Et ce golfe se situant au Vietnam, Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. On est en 1964, en août 64, et il y a deux incidents qui se déroulent très rapprochés et qui vont permettre aux Américains de s'engager encore plus dans la guerre du Vietnam. Donc, le 2 août 1964, il y a un premier accrochage entre la marine de guerre nord-vietnamienne et des destroyers américains. Il y a des échanges de tirs, puis le calme revient et le 4, les Américains tirent sur des cibles croyant être ou allant être attaqués par la marine nord-vietnamienne. Or, il s'avère qu'il n'y aurait jamais eu Mhm. d'intention de la part du Nord-Vietnam d'attaquer les navires américains. Sauf que tous les rapports qui ont été envoyés à Washington par les services de renseignement sur place indiquaient que les marins américains pensaient qu'ils allaient être sous attaque et qu'ils devaient donc préventivement, pratiquement, euh, tirer sur des cibles nord-vietnamiennes dont on n'a jamais retrouvé la trace. Les commissions d'enquête n'ont jamais trouvé le moindre argument là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que des mois auparavant, le gouvernement Johnson avait rédigé des résolutions à présenter au Congrès américain pour lui permettre d'obtenir plus de pouvoir pour s'engager au Vietnam. Mais l'opinion publique était réticente, les parlementaires aussi. Or, arrive cette attaque du 4 août qui, soi-disant, visait les navires américains. Et immédiatement, Johnson dépose les motions, les résolutions au Congrès qui sont adoptées à toute vitesse pour lui permettre d'obtenir des pouvoirs supplémentaires pour s'engager dans la guerre du Vietnam. On connaît la suite, n'est-ce pas? Mhm. 1964 jusqu'en 75,
les Américains ont engagé des millions de soldats. Au moment le plus élevé de leur engagement, ils avaient jusqu'à 500 000 soldats sur le terrain. Tout ça avait commencé au début des années 60 avec quelques centaines de conseillers, Ouais, pas de combattants, des conseiller. conseillers qui encadraient l'armée sud-vietnamienne et ça a fini avec 500 000 hommes. Donc, quand on met le doigt dans l'engrenage, hein, d'un conflit, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Ouais, En tout cas, maintenant, avec l'histoire, on le sait. ouais. Et moi, je pense que, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que Robert McNamara, qui était le secrétaire d'État à la Ouais, Défense, a confirmé des décennies après, dans une entrevue, que l'incident du golfe du Tonkin avait été une invention de toute pièce, là. oui. Alors, est-ce que lui-même a été trompé par les Ah services de oui. renseignement? Euh, L'histoire L'histoire le dit pas, là. le dit pas Ouais, parce que, évidemment, tout le monde a son jardin secret d'une certaine façon et veut bien paraître, ouais, surtout que McNamara a publié un livre dans les années 80 pour dire comment les Américains s'étaient trompés au Vietnam et que lui-même avait trompé les Américains parce qu'il a été secrétaire à la Défense pendant 6 ans, 6 ou 8 ans, qui ont été des oui. moments très importants de cette guerre. Alors voilà. Mm. Il y a aussi, très rapidement, je donne trois autres exemples d'incidents inventés de toutes pièces. On a la preuve qu'ils ont été inventés de toutes pièces ou dont on soupçonne qu'ils ont été inventés de toutes pièces pour justifier une intervention. Donc, premier événement, c'est en 1939, c'est ce qu'on appelle l'incident de Gliwice, ou Gliwice. C'est à la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. Donc, les Allemands, le 1er septembre 1939, envahissent la Pologne, mais ils avaient besoin d'une justification pour ça. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est à la ville de Gliwice ou Gliwice maintenant. Vous avez une grande tour, la plus haute tour de communication par radio construite en bois en Europe. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti des prisonniers de camps de concentration. Ils leur ont mis des uniformes de soldats allemands. Ils les ont amenés sur place. Ils les ont abattus sur place. Ils ont laissé des cadavres. Et ils ont diffusé un message en polonais, laissant sous-entendre que ça avait été le coup de l'armée polonaise qui avait attaqué le poste de radio, et ce qui donnait de facto aux Allemands le droit à la légitime défense de pouvoir envahir la Pologne. On sait que tout ça maintenant, avec la déclassification des documents après la Deuxième Guerre mondiale, on sait que tout ça a été une invention de toute pièce. Maintenant, deux autres événements. Bon, ben là, les historiens, il y a des gens qui disent que oui, c'est une invention de toute pièce, d'autres disent que non. Le premier, c'est l'incendie du Reichstag en 1933. Ça a permis à Hitler de suspendre la Constitution, d'imposer la loi, l'équivalent de la loi sur les mesures d'urgence, qui a perduré jusqu'en 1945, parce que, bon, au milieu de la nuit, je pense que c'était en mars 1933, l'Assemblée, le Parlement allemand, le Reichstag, passe au feu. Et puis, on arrête sur place un Néerlandais, sympathisant communiste, qui, lors de son procès, on dit que le type n'était pas mentalement tout là, mais aurait avoué que c'est lui qui aurait mis le feu tout seul au Reichstag. Le problème, c'est que les enquêteurs auraient découvert par la suite qu'il y avait des tunnels qui reliaient le bureau de Göring, qui était le président du Parlement, du Reichstag à ce moment-là, au Reichstag lui-même, et qui aurait trouvé des preuves d'accélérants. Donc, bref, que le type qui avait été arrêté aurait peut-être pas été, en fait, l'auteur de l'incendie, mais que ça aurait été les nazis eux-mêmes qui auraient incendié le Parlement pour justifier l'imposition de la loi sur les mesures d'urgence pour pouvoir imposer la dictature qu'ils ont imposée jusqu'en 1945. Puis ensuite, ça, c'est plus récent. En 1999, à Moscou, il y a des appartements qui ont explosé. Et puis, c'était Vladimir Poutine qui était premier ministre, nouvellement premier ministre à ce moment-là, et a blâmé les rebelles tchétchènes d'avoir fait le coup, ce qui lui a permis de déclencher la deuxième guerre de Tchétchénie. La première, c'était pas soldé à l'avantage de la Russie, il faut le rappeler. Donc, ça lui a permis là, de, de déclencher cette deuxième guerre-là, mais aussi de se présenter aux yeux de l'opinion publique parce que Helsinki allait démissionner, puis Poutine avait été sélectionné par les oligarques pour lui succéder. Donc aussi de montrer aux yeux de l'opinion publique que c'est un homme décidé, un homme d'action.
Et puis, il y a eu cette fameuse phrase, là, que peu importe où il se cache, même s'il se cache dans les chiottes, on va aller les buter. Mm. Donc ça avait été une expression qui avait, qui avait suscité l'attention à ce moment-là en Russie. Et puis, ça a donné aux yeux de l'opinion publique russe l'idée d'un Poutine qui était déterminé, quelque chose qui manquait là, de l'époque Yeltsin. Et puis, bon, bref, est-ce que c'est vraiment les Tchétchènes qui ont fait exploser ces blocs appartements-là? Le fait est qu'il y a des rumeurs que c'est en fait le FSB, les services de sécurité russes, qui auraient eux-mêmes planifié l'incident parce qu'ils en avaient besoin pour faire augmenter Poutine dans les sondages, augmenter sa notoriété, mais aussi pour justifier la Deuxième Guerre en Tchétchénie, pour, pour combler un peu l'humiliation que la Russie avait subie lors de la Première Guerre. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'incident du Maine, même si ça remonte à presque 130 ans maintenant, c'est que si à l'époque c'était un false flag, ben ça n'a pas été la première fois dans l'histoire, puis c'est très certainement pas la dernière fois non plus qu'on va voir des interventions comme ça justifiées sur la base de ces incidents-là. Puis comme tu dis, la semaine prochaine, on pourra reparler du 4e anniversaire de la guerre en Ukraine pour revenir sur ce type de justification-là. Mm. Bon, maintenant, l'Afghanistan, c'est ça, 15 février 1989, ça a été le retrait des dernières troupes soviétiques de l'Afghanistan. Ça mettait un terme à une décennie d'engagement de l'Union soviétique dans le pays. Comme pour les Britanniques au 19e siècle, comme pour les Américains au 21e siècle, ça s'est soldé par un échec, ce qui fait dire que l'Afghanistan, c'est un pays qui est absolument impossible de conquérir. Euh, donc, euh, donc, pourquoi je trouve ça important d'en parler? Parce que pour moi, ce que l'Union soviétique a fait dans les années 80, ça a été une grave erreur parce que ça a vraiment contribué à, à effriter, mais de manière vraiment significative, la légitimité politique du régime communiste de l'époque. Ça a mené à l'effritement du contrat social en Union soviétique. Pourquoi? Parce que c'était des conscrits qui étaient pour la plupart envoyés en Afghanistan dans une guerre que les Soviétiques ne comprenaient pas, ne savaient pas pourquoi leur pays était engagé dans cette région-là. Et puis, on envoyait des gens contre leur gré, donc des conscrits, se battre pour une cause dont beaucoup à cette époque-là avaient cessé de s'identifier. Parce que, j'en ai déjà parlé, à la mort de Staline en 1953, son successeur, Khrouchtchev, a compris une chose, c'est que la légitimité du régime ne pouvait plus reposer sur la terreur. Il fallait trouver d'autres bases pour assurer la légitimité politique du régime soviétique, puis la solution qu'il a trouvée, c'est la performance. Donc, être en mesure, le régime devait montrer sa capacité à garantir à ses citoyens un bien-être matériel élevé, la sécurité, puis aussi une sphère personnelle où vous avez la capacité de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, mais évidemment qu'elle n'allait pas déborder sur la sphère politique. Donc, entre 1960 et 1980, juste pour vous donner une petite idée, le salaire moyen en Union soviétique a quadruplé. Donc, l'idée, c'était vraiment d'augmenter le bien-être matériel des gens dans l'espoir que ça allait leur permettre d'accepter plus facilement le fait qu'il n'y avait pas vraiment de liberté politique. Parce que la thèse est la suivante. À quoi ça sert de vouloir participer à des élections libres et compétitives si l'État vous assure votre sécurité personnelle, celle de vos proches, vous avez suffisamment d'argent dans vos poches pour pouvoir acheter une voiture, vous procurer un appartement, vous avez aussi accès à l'université parce que c'est aussi un autre acquis en Union soviétique. Les gens pouvaient aller à l'université sans avoir à payer de frais de scolarité. Donc, si puis vous avez une sphère privée où l'État n'interfère pas, donc la thèse, c'est si tout ça est garanti, pourquoi est-ce que vous voudriez participer à des élections pour élire des gens qui, de toute façon, vont soit continuer à vous garantir, à vous donner ce qu'ils vous donnent déjà, ou dans le pire des cas, qui pourraient vous retirer ce que l'État vous donne. Donc, il y a un risque que les gens n'étaient pas prêts à accepter. Mais le problème, c'est que dans les années 80, on a commencé à envoyer des gens, des jeunes hommes, contre leur gré, se battre pour une cause à laquelle ils ne s'identifiaient absolument plus. Le communisme, c'était plus un élément qui permettait d'assurer vraiment la légitimité du régime. Et c'est surtout, vous aviez ces jeunes-là, lorsqu'ils revenaient, pas entre quatre planches, mais ils revenaient maganés, blessés, des blessures physiques, mais aussi des blessures psychologiques, qui ont aussi entraîné une explosion des cas d'alcoolisme
et aussi de toxicomanie et aussi une augmentation de maladies aussi associées à la toxicomanie, dont la prolifération du VIH, par exemple, en Union soviétique. Donc, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment lorsqu'on s'interroge sur les raisons qui ont amené l'effondrement de l'Union soviétique, mais ça a vraiment joué un rôle extrêmement important dans l'effritement de la légitimité du régime soviétique. Et lorsqu'on se transpose, on accélère un petit peu, on se transpose dans le futur, en 2026, c'est une erreur que Vladimir Poutine n'a pas commise. Parce qu'il n'a jamais envoyé de conscrits se battre en Ukraine. Il n'y a envoyé que des volontaires ou des gens du groupe Wagner, ou il s'est fié aussi sur des soldats de la Corée du Nord, mais il n'a jamais envoyé de conscrits se battre en Ukraine, craignant d'envoyer des gens contre leur gré, se battre pour une cause à laquelle ils ne s'identifient pas nécessairement. Et ça aurait pu créer le même ressac de la part, ressac populaire que ça avait été le cas dans les années 80 en Union soviétique. Donc, ils n'envoient que des volontaires. Donc, les gens signent un contrat d'engagement. Ils sont très bien rémunérés, des fois 4, 5, 6 fois le salaire mensuel de leur région. Lorsqu'ils sont tués, leur famille reçoit une somme de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui leur permet, surtout si vous venez d'une région très éloignée, qui vous permettent là, de vous construire une maison, puis essentiellement d'assurer votre avenir. Donc, la situation est complètement différente, ce qui fait en sorte que, même si la mort d'un proche est toujours tragique, le fait est que la mort apporte quelque chose à la famille et ça n'entretient pas la frustration de la personne qui a été envoyée au casse-pipe gratuitement pour une cause à laquelle les gens s'identifient absolument pas. Donc, dans son conflit en Ukraine, Vladimir Poutine a été très, très, très stratégique, très intelligent et avait parfaitement conscience de ne pas reproduire les événements, les mêmes problèmes que l'Union soviétique avait commis dans les années 80 lors de leur intervention en Afghanistan. Ouais. Bon, ben écoute, toi, tu as eu l'occasion de voir le film Nuremberg. Moi, j'ai pas eu l'occasion parce qu'ici, écoute, Ah, il joue, mais uniquement en arménien. ah Donc, bon, mon arménien est malheureusement trop, trop, trop nul pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Donc, OK. je ne sais pas quand est-ce que je vais le voir. Probablement lors d'un prochain vol en avion. C'est le genre de Ouais. film qui va être disponible sur les écrans. Mais j'ai vraiment hâte de le voir. Mais je ne sais pas si tu pouvais nous dire quelques mots, Écoute, tes impressions du film. c'est un film qui est très bien fait, très intéressant, surtout psychologiquement, parce que il est tourné essentiellement sur la personne de Hermann Göring, qui était le numéro 2 du gouvernement nazi et qui a réussi à s'échapper de Berlin. Il va être arrêté par les Américains qui vont évidemment le placer en détention à Nuremberg en attendant le célèbre procès. Donc, de prime abord, c'est intéressant de voir l'évolution du personnage Hermann Göring, qui au début n'arrête pas de dire qu'il est toujours le numéro 2 de l'Empire nazi alors que tout s'est effondré. Et il finit par se, il finit par admettre que on va pas le servir avec tous les égards dus à son rang. Et évidemment, il fréquente ses 21 ou 22 autres complices parce que les Américains et les Alliés ont décidé de faire ce procès à un certain groupe de dirigeants nazis. Il y aura d'autres procès qui vont se dérouler en dehors de Nuremberg, mais celui-là concerne les hauts dirigeants qui sont encore en vie et que les Alliés ont capturés. Donc, on suit pendant tout le film Hermann Göring avec un de ses geôliers, qui est un psychiatre et qui essaie de comprendre la mécanique intellectuelle de Göring et pourquoi il s'est engagé dans une entreprise criminelle de cet ordre. Et donc, ça finit évidemment par la condamnation de Göring et de ses acolytes. Certains seront acquittés, d'autres feront de la prison, mais plusieurs seront exécutés.
Malheureusement, Göring va se suicider, donc les Américains sont en colère, bien sûr, parce que ils étaient certains d'avoir fouillé Göring et tous les autres et d'avoir trouvé sur eux les petites pilules de cyanure qui ont mis fin au jour de Göring. Mais lui avait réussi à cacher son comprimé et il s'est suicidé le jour même où il allait être exécuté. On suit aussi le personnage du psychiatre qui va revenir évidemment aux États-Unis et qui va écrire un livre sur son expérience et qui va dire dans une entrevue pas tellement diffusée, mais restée célèbre quand même, que euh, tous les hommes, qu'ils soient américains, allemands ou autres, auraient pu faire ce que Göring et les autres ont fait. Évidemment, ça provoque tout un scandale. Son livre ne va pas se vendre et lui-même va sombrer dans l'alcool et la dépression et va se suicider avec une pilule au cyanure. Donc ça, c'est le topo général. Moi, je me serais attendu, compte tenu du nom du film, Nuremberg, qu'on parle un peu plus du procès, des échanges entre les prisonniers et les juges, de la dynamique des juges et des juristes qui viennent de plusieurs pays, quand même, dont l'Union soviétique, qui, qui avait pour seule politique de pendre immédiatement les leaders nazis sans procès. Alors, on voit comment fonctionnait la mécanique de Staline dans les années 30. Et là, évidemment, avec un tribunal international, il n'est pas question de ce genre d'expédient. Alors, moi, j'aurais aimé avoir cet aspect-là, mais je conçois aussi que dans un film sur Nuremberg, on ne peut pas être aussi détaillé et qu'il faut se focaliser sur un personnage qui nous amène à comprendre une partie du système nazi. Mais ça vaut la peine d'aller voir le film, ne fût-ce que pour la performance des acteurs et puis pour mieux comprendre la psychologie de Göring. Ben, pour ceux qui n'ont pas vu le film ou qui ont vu le film et qui voudraient avoir une perspective un peu différente, moi, je les inviterais à voir un téléfilm. Téléfilm en deux parties. Ça s'intitule Nuremberg aussi. Donc, Robert Jackson, le procureur en chef du tribunal, est joué par Alec Baldwin. Oui, Vous avez aussi beaucoup d'acteurs québécois. Donc, Julien Poulet, Elvis Gratton, joue le rôle d'un des accusés nazis, parce que c'est une coproduction en collaboration avec probablement Téléfilm Canada. Vous avez Colm Feore aussi, l'acteur canadien qui joue dans Bon Cop, Bad Cop, oui. donc qui joue le rôle du commandant d'Auschwitz, qui est appelé à témoigner. Donc, ça donne une autre perspective parce que oui, Göring, le personnage de Göring joue un rôle important dans ce téléfilm-là, mais c'est pas centré autour de lui, puis vous avez davantage d'éléments, surtout des témoignages de Robert Jackson, sa volonté d'établir les nouvelles normes en termes de droit international pour pouvoir gérer les conflits à venir. Euh, donc, ça, j'allais faire une erreur. Je pensais que le personnage de Rémi Malek, le psychologue, était en fait celui de Gustave Gilbert. Mais non, j'ai vu que c'est en fait Douglas Kelly. Donc, dans Nuremberg, le psychologue, c'est pas Kelly, c'est Gustave Gilbert, qui était là lui aussi et qui se donne pour tâche de vraiment comprendre comment les horreurs de la Seconde Guerre mondiale commises par les nazis ont pu être possibles. Puis lui aussi vient plus ou moins aux mêmes conclusions que Kelly, qui a été repris plus tard dans les années 60 par Hannah Arendt lorsqu'elle avait assisté au procès d'Adolf Eichmann à, Ouais. à- à Jérusalem. Elle avait développé cette théorie-là qui est restée célèbre, c'est de la banalité du mal. Mm. Donc, essentiellement que n'importe qui, toi et moi, et les gens qui nous écoutent, ont tous en eux le potentiel de pouvoir commettre ces horreurs-là. Que c'est pas. Tous les nazis
n'étaient pas tous des psychopathes qui Mm. étaient dérangés mentalement, c'était des hommes ordinaires. Puis ça, c'est aussi le titre du livre d'un historien, Christopher Browning, Ouais, Ordinary Man. Donc lui, il a suivi un bataillon de policiers, donc des gens âgés dans la quarantaine. Donc, des gens qui étaient trop jeunes pour avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale et qui étaient trop vieux au moment de l'arrivée au pouvoir des nazis en 1933 pour être socialisés, brainwashés par l'idéologie nazie. Donc, eux, leur jeunesse, leur socialisation s'est faite dans les années 20, donc la République de Weimar, dans une société démocratique. Donc, et ces gens-là, dans les années en 41, 42, 43, on les a appelés à aller en Pologne, puis sur le front Est, en Union soviétique, pour, euh, pour agir comme policiers officiellement, mais dans les faits, c'était pour assassiner des Juifs. ouais. Et puis, ça avait été extrêmement clair, et ça, Browning met la chose extrêmement claire. Il dit, la survie de ces gens-là n'a jamais été remise en question. Donc, ce que ça veut dire, c'est lorsque leur officier leur disait, voici votre tâche aujourd'hui, voici, prenez des mitraillettes, votre tâche aujourd'hui, c'est d'aller dans ce village-là et d'assassiner tout le monde que vous allez y trouver. Si vous ne voulez pas participer à cette action-là, vous avez entièrement le droit de dire non. On va simplement vous renvoyer à Berlin. Il n'y aura pas de conséquences pour vous. Vous ne serez pas envoyé en camp de concentration, ni vous ou votre famille. Donc, on dit que, Browning dit que, puis il y a en fait les données historiques pour le démontrer, 23% de ces policiers-là ont décidé de désobéir, de dire non. Ils ont effectivement été renvoyés à Berlin. Ils n'ont pas subi de sanctions. Ils n'ont pas été arrêtés. Donc, mais par contre, le reste, eux, le 77%, eux ont décidé malgré tout d'assassiner ces gens-là. Donc, en l'espace de même pas un an, ça, c'est les estimations de Browning, ils ont tué à peu près 40 000 juifs et civils polonais. Ouais. Puis 50 000 à peu près, ils ont contribué à les envoyer dans des trains pour les Mm. envoyer à Treblinka puis dans d'autres camps d'extermination. Donc, ils ont été responsables directement ou indirectement de la mort d'à peu près un petit peu moins de 100 000 individus. Et puis, c'est ça. Et C'est un livre qu'il faut lire, ah oui, absolument. C'est effrayant. C'est oui. effrayant. Donc, C'est glaçant. et c'était des hommes ordinaires, Voilà. c'était pas des psychopathes. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, puis je pense que ça s'applique aussi aux dirigeants nazis qui ont suivi le procès à Nuremberg, le problème, c'était des carriéristes. Mm. C'est des gens, parce que le problème, c'est oui, les gens qui disaient non du bataillon 101, le bataillon de policiers, lorsqu'ils disaient non, ils étaient envoyés à Berlin, mais il y avait comme une note dans leur dossier, donc Mm. impropre à une promotion. Donc, essentiellement, ça mettait un terme à leur carrière. Ils allaient rester au niveau où ils étaient jusqu'à leur retraite. Donc, pour le 77% des policiers qui ont accepté malgré tout de commettre ces crimes-là, c'était dans la perspective de bien paraître aux yeux de leur hiérarchie, de montrer que c'était de bons employés, dans l'espoir de pouvoir un jour obtenir une promotion. Puis un Mm. autre cas, c'est les Allemands avaient créé ce qu'on appelait des Einsatzgruppen, c'était Ouais. des groupes de la mort. Donc, c'était des SS qui allaient abattre les Juifs, les commissaires politiques soviétiques, derrière l'avancée de l'armée allemande. Donc, Otto Ollendorf, qui commandait l'Einsatzgruppen D, qui était lui-même responsable de la mort d'à peu près 100 000 personnes, lui, il ne voulait pas y aller. C'était pas un psychopathe. Il ne voulait pas y aller, puis la tâche, en fait, lui déplaisait. Puis lorsque subit son procès à Nuremberg, dans les années qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a dit, j'étais pas favorable à ça, la tâche me dégoûtait, mais je voulais montrer aux yeux de ma hiérarchie que j'étais un bon employé, qu'on pouvait se fier sur moi. Et puis, il l'a fait. Et puis, ben, Ouais. le jeu en a valu la chandelle parce qu'il a obtenu des promotions. Il était nommé général. Donc, l'aspect, là, puis ça s'applique dans n'importe quelle compagnie, n'importe quelle organisation, le danger de ce qu'on appelle les récompenses extrinsèques. Donc, promotion, le salaire. Donc, c'est la nécessité. Évidemment, il faut payer les gens lorsqu'ils travaillent. Là. Je ne suis pas en train de Mm. dire que les gens devraient être des moines puis travailler gratuitement 18 heures par jour. Il faut évidemment payer les gens, mais, mais si on ne focus que sur ça, c'est la route ouverte, c'est la pente glissante vers le mal absolu. Mm. Donc, pour contrebalancer tout ça, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle des récompenses intrinsèques. Donc, l'entité pour laquelle on travaille a une mission noble pour envers laquelle on accepte là, de se dévouer, puis on considère que
le dévouement à cette mission-là a plus d'importance que les salaires puis les promotions. Et ce qui est, par exemple, je lisais un texte récemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un seul pays occupé par les nazis où il n'y a vraiment eu aucune collaboration. Il y a à peine eu quelques dizaines de Juifs qui ont été déportés, puis c'est le Danemark. Ouais. C'est le Le roi Danemark, du, le roi du Danemark se promenait avec une étoile jaune. exactement, sur son Ouais. cheval, il se prenait avec Sur une son étoile cheval. jaune, et Ouais. l'ensemble de la bureaucratie danoise a refusé d'appliquer les ordres des nazis. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un exemple probant de gens qui ont décidé de faire valoir un idéal au-delà d'avantages personnels, de Ouais. récompenses. Alors que c'est pas le cas de la France ou de d'autres pays, hein. Oui, exactement. Donc, évidemment, il y avait peut-être un aspect idéologique en France, des gens qui ont collaboré avec les nazis, des gens qui étaient issus d'une mouvance dans les années 30 D'extrême droite. d'extrême Ouais. droite, nationaliste. Donc, il y avait peut-être un engouement idéologique. Il y avait aussi un engouement idéologique en Allemagne. Des Eichmann, Himmler, les têtes dirigeantes du nazisme, c'était des antisémites. Donc, C'est sûr. ce que Browning dit dans son livre, c'est il n'est pas en train de dire que l'antisémitisme n'a pas joué un rôle. Ça a joué un rôle, mais à Mm. plus petite échelle. À grande échelle, ce qui a permis la réalisation de l'Holocauste. En fait, lui, il utilise aussi cette expression-là. C'est un génocide, un Holocauste administratif. Ça n'aurait pas été possible sans la contribution, la participation active des bureaucrates. Et dans la Ouais. plupart des cas, ces gens-là n'étaient pas antisémites. Ils avaient même des amis juifs, mais ils l'ont fait pour obtenir des promotions personnelles. Donc, si vous avez aussi l'occasion de non seulement de lire Ordinary Man de Christopher Browning, mais Mm. aussi de passer à travers Eichmann à Jérusalem d'Anna Arendt, où elle décrit justement ce phénomène-là, la banalité du mal, parce qu'elle dit Eichmann, en fait, là, on annonce Adolf Eichmann a été arrêté en Argentine, il va subir un procès à Jérusalem. Les gens s'attendaient à voir littéralement un monstre Mm. arriver pour subir son procès. Puis ce qu'elle a réalisé, c'est un type banal, qui n'est Mm. pas un monstre, qui, à quelque part, fait preuve aussi d'empathie lorsqu'il parle de ses proches, de sa famille. Donc, vraiment, l'inverse de ce à quoi on s'imaginait. Puis c'est ça qui était déroutant pour elle. C'était un homme ordinaire qui a, Mm. malgré tout, sans sa participation, c'est lui qui organisait les horaires de train vers Auschwitz, puis les Voilà. rafles. Sans Donc, lui, ça n'aurait pas été possible. Mais c'était un homme ordinaire comme ah vous et ouais. moi. Mais Et il est derrière un bureau, il les voit pas, les victimes. Et tout l'appareillage monstrueux mis en place pour exterminer les Juifs, ben, la plupart des gens, en fait, ne voyaient pas leurs victimes, sauf les gardiens de camp, les exterminateurs, etc. Mais tout l'appareil qui fait en sorte que les boulons s'activent pour que, c'est ça, on se retrouve dans une chambre à gaz, ben, c'était, comme on dit, des gens ordinaires qui rentraient chez eux retrouver leur famille. exactement. Rudolf Hoss, qui était le commandant d'Auschwitz, sa famille vivait sur le lieu. Imagine, en La maison plus. est là, vous pouvez toujours visiter la maison. Il y a un film qui a Ouais. été fait, mais c'est un film en allemand qui n'a pas été, à ma connaissance, n'a pas été traduit en allemand. Et puis, sa famille vivait là. Puis, il menait une vie tout à fait ordinaire à Ouais. l'extérieur de ses shifts, évidemment. Mais lorsqu'il était sur place, ben, il faisait le Mm. travail pour lequel il était payé. Puis peut-être dernière chose, Nuremberg, c'est un procès évidemment fondamental. Puis comme tu dis, c'est dommage que le film n'en fait pas réellement mention, mais c'est toutes les tentatives de Robert Jackson parce que c'était plus un philosophe du droit. On le voit dans le film, c'est pas un bon contre-interrogateur, c'est pas un bon plaideur. Parce qu'à un moment donné, dans le film, il se fait mettre en boîte par Göring sur la question de la Tout à fait. solution finale. Il dit, c'est pas Ouais. le mot qui est utilisé dans le mémo. On parle d'émigration, on ne parle pas d'extermination. Donc, ce n'était pas un bon plaideur, c'était plus un philosophe du droit. C'est la raison pour laquelle il avait été choisi par le président Roosevelt. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était mettre en place des règles claires pour baliser les responsabilités en cas de guerre du futur. Puis ça s'inscrivait avec la charte de l'ONU en 1945. Et puis, au procès de Nuremberg, ils ont inventé un crime qui, dans les faits, n'existait pas, n'était pas balisé par les traités internationaux à l'époque. Mm. C'est l'idée du crime contre la paix. Mm. Parce que jusqu'en 1945, le recours à la guerre, ce n'était pas considéré en droit international comme quelque chose d'illégal.
C'était, comme disait von Clausewitz, c'était la continuation de la politique par tout simplement d'autres moyens. C'est un moyen politique tout à fait acceptable. Et puis Robert Jackson, c'est un des quatre chefs d'accusation, crime contre la paix. Et puis c'est devenu aussi, là, c'est entré dans la jurisprudence, dans le droit international. Donc, vous avez d'autres gens par la suite qui ont aussi été accusés pour ce crime-là. Donc, c'est ça. Le procès de Nuremberg, c'est Ouais. un moment charnière dans l'histoire du droit international. Puis, Mais c'est. donc, ça vaut la peine d'aller voir le film. Ouais, Franchement, ouais. c'était pas mal. Dès que j'en aurai l'occasion. Voilà, mon cher. Tu vois aussi, je nourrissais beaucoup, beaucoup une grande excitation à l'idée de voir le film Napoléon de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Et puis, ma foi, je ne l'ai même pas terminé. À quel point c'était rempli d'anachronismes. Très Non, décevant. j'ai été vraiment déçu par ce film-là, mais Oui. Nuremberg, j'espère que c'est pas un film qui va me décevoir. Quoique j'ai déjà vu des extraits, là, mais voilà. Et si vous voulez avoir une autre perspective, comme je disais, le téléfilm Nuremberg, qui était très, très, très bien fait avec Alec Baldwin, et aussi peut-être un autre film qui permet de voir la dynamique bureaucratique de l'Holocauste, c'est Conspiracy. C'est un film de 2001-2002. Vous avez Kenneth Branagh qui joue là-dedans, Stanley Tucci qui joue le rôle d'Adolf Eichmann. Et vous voyez, c'est à la conférence de Wannsee, donc les représentants de tous les ministères de l'Allemagne nazie autour d'une table, et puis ils discutent de la manière la plus efficace d'exterminer les Juifs. Mm. Et puis les objections qui sont soulevées, vous en avez un, par exemple, qui est en charge du plan économique de l'Allemagne nazie. Donc lui, il a besoin de travailleurs parce qu'il y a des objectifs, des quotas à atteindre. Et lorsqu'on lui annonce qu'on va exterminer jusqu'à 10 millions de Juifs en Europe, lui, sa réaction, c'est, mais comment est-ce que je vais être en mesure d'atteindre les objectifs qu'on m'a fixés? Il travaille sous les ordres de Göring. Comment est-ce que je vais être en Ah ouais. mesure de réaliser mes objectifs? Donc, lui, d'aucune façon, il entretient la pensée que c'est absolument immoral d'exterminer des femmes et des enfants dans des chambres à gaz. Lui, ce qui le préoccupe, c'est la conséquence que ça va Ouais. avoir sur sa carrière. Donc, le film Conspiracy 2001-2002, ça vaut aussi la peine d'être vu. Bon, ben, écoute, j'espère que notre émission un peu spéciale, on n'a pas vraiment parlé d'événements de l'actualité internationale de la dernière semaine, vous a malgré tout intéressé. Puis, ben, c'est ça, la semaine prochaine, évidemment, on va revenir sur les 4 ans de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On pourrait en faire un petit bilan politique, diplomatique, militaire. Mais écoutez, d'ici là, on vous souhaite une agréable semaine et puis ce sera au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Au revoir.